Les 3 dernières dictatures de l'Europe occidentale s'écroulent. Au Portugal, le régime autoritaire de Salazar est renversé par un coup d'État organisé par des officiers de gauche. 3 mois plus tard, en Grèce, la junte des colonels au pouvoir depuis 7 ans s'effondre. Une prison sur l'océan. Une autre mer, la Méditerranée, la Grèce, les Cyclades, d'autres prisons. Une dictature plus brève, mais tout aussi cruelle. En Grèce, le retour à la démocratie ne s'est accompagné d'aucun pardon. La justice est passée, impitoyable pour les colonels de la junte, au pouvoir entre 1967 et 1974. Pendant leur dictature, des milliers d'opposants ont été déportés dans les îles les plus inhospitalières de l'archipel. Les colonels reprenaient en cela les mêmes méthodes que celles des vainqueurs de la guerre civile de 1949. J'ai grandi avec un père derrière les barreaux. Je savais que mon père était à Giaros, où il a passé 6 ans, et je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais, moi aussi, dans cette prison. C'était une histoire bouleversante, car mon père m'avait accompagné jusqu'à Syros, une île en face de Giaros. Et quand on m'a fait monter dans une barque, pour me conduire en face, avec une trentaine d'autres codétenus, je suis devenue une petite fille qui hurlait « Papa, ne les laisse pas faire, ne les laisse pas ». C'est un souvenir dont je ne suis jamais arrivée en quelque sorte à me débarrasser. C'est donc dans cette île-là que l'on m'a débarqué. Moi, je me rappelais bien sûr que mon père avait passé des années à cet endroit. Et j'y suis restée 1 an. Je ne suis pas partie de là-bas de la même façon que j'y suis arrivée. Je n'étais pas debout, mais allongée sur un brancard. J'étais mourante. Et ils m'ont emmenée en face, à Syros, et ensuite à Athènes pour me libérer, et ainsi ne pas être tenue pour responsable de ma mort. Voilà en quelques mots mon histoire. Maria Pinioucali anime à Athènes le centre de réhabilitation des victimes de la torture dans le monde. Elle est aujourd'hui médecin. Sa vie et celle de son père résument un quart de siècle de l'histoire de la Grèce. Après l'occupation allemande et la défaite du nazisme en 1945, une guerre civile atroce ravage le pays. La droite, royaliste et ultra-conservatrice, soutenue militairement par la Grande-Bretagne d'abord, puis par les États-Unis, y défait une gauche issue de la résistance placée sous l'égide du Parti communiste. Ces déchirements moins souvent évoqués que ceux d'Espagne, et pourtant tout aussi tragiques, ont fait 150 000 morts. Et des dizaines de milliers de Grecs se sont exilés derrière le rideau de fer dans les pays communistes. En avril 1967, un groupe de colonels fomente un coup d'État qui jette à bas une monarchie discréditée et une démocratie incertaine. Affirmant protéger le pays d'un danger communiste, ils sont encouragés par les États-Unis. Les colonels qui s'installent au pouvoir y exercent un savoir-faire limité et expéditif et se livrent à tous les débordements. Arrestations massives, tortures, déportations. C'est en Grèce, après la chute de la dictature, que pour la première fois, des tortionnaires ont vraiment été jugés. Et j'aimerais rappeler que même les protagonistes de la dictature ont été jugés et mis en prison. Ça, c'est très important. Plusieurs d'entre eux sont même morts derrière les barreaux, ce qui également est unique. Par ailleurs, le nombre total de tortionnaires jugés un peu partout dans le pays, pas seulement à Athènes et à Thessalonique, et en matière de chiffres, les choses ne sont pas toujours claires. Le nombre de procès s'élève à environ 400. Certes, le sentiment populaire qui voulait que chaque tortionnaire aille en prison n'a probablement pas été satisfait. Mais ces procès ont joué, à mon avis, le rôle d'un véritable acte constitutif pour la République en Grèce, qui continue à être solide jusqu'à nos jours.
La justice est sans pitié pour les protagonistes du putsch de 1967. Elle leur inflige plusieurs condamnations à mort commuées en prison à vie. Derrière les murs de cette prison de Korydallos, les derniers survivants de la junte purgent encore leur peine. Les autres y sont morts. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1974 ont refusé d'infléchir la sentence, persuadés que tout acte de clémence serait intolérable à la majorité des Grecs. L'affaire de Chypre occupe une place centrale dans le procès des colonels, accusés précisément pour cette affaire de haute trahison. Dans les derniers mois de son règne, affaibli par une agitation sociale et étudiante grandissante, la junte écarte le colonel Papadopoulos et porte à sa tête le colonel Ioannidis, farouchement nationaliste. Jouant son va-tout, la junte se lance alors dans la reconquête de la partie de Chypre soumise à la Turquie. Les États-Unis qui l'avaient soutenu jusque-là l'abandonnent. L'aventure se solde par un échec retentissant qui entraîne la chute immédiate de la dictature. La punition des colonels était absolument nécessaire, était acceptée par les peuples, par presque la totalité du peuple. Il y avait une petite minorité qui n'a pas suivi, mais presque la totalité a accepté cette politique. Mais évidemment, le temps passe, n'est-ce pas, et efface les mémoires, et à la fin, la grâce pour les condamnés est très souvent une nécessité. Réfugié à Paris pendant le régime des colonels, Constantin Mitsotakis a été Premier ministre entre 1990 et 1993. Avec les Karamanlis et les Papandréou, il constitue avec sa famille une dynastie de politiques qui se partagent le pouvoir en Grèce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Grèce est réconciliée. Après la guerre civile, nous avons normalisé la situation relativement vite. Parce que nous, comme peuple, nous oublions très vite. Il paraît que les Espagnols n'oublient pas si facilement que nous. Peut-être ils ont plus souffert de la dictature de Franco que nous et de la guerre civile. Mais la guerre civile aussi en Grèce était atroce. Atroce. Et tant même nous avons oublié. Tant même. Signe de cette oblitération du passé, à Athènes, sur le lieu même où s'élevait au temps de la dictature le siège de la police politique, un parc a été dessiné. Derrière le parc, discrètement à l'abri des regards, d'anciennes cellules sont transformées en un petit musée du souvenir. C'est ici que les anciens résistants, prisonniers et déportés de la dictature, préparent la commémoration du soulèvement des étudiants de l'école polytechnique d'Athènes le 17 novembre 1973. Réprimée dans le sang, plusieurs dizaines de morts, cette révolte apparaît comme le prélude de la chute des colonels. Christos Lazos a appartenu au comité d'organisation étudiant en 1973. Arrêté après l'assaut contre l'école comme la plupart des responsables, il a été torturé avant d'être contraint à accomplir son service militaire dans un régiment disciplinaire. La commémoration de l'école polytechnique se passe toutes les années, depuis 35 ans. C'est une manière de se rappeler
sans pour autant reprendre, si vous voulez, les conflits d'ailleurs, les conflits du passé et les revivifier. Je dirais que c'est une sorte de dialectique d'oubli et de mémoire, un équilibre entre les deux, qui peut être le symptôme d'une certaine prudence politique. Parce que trop gratter les passions de hier, ça peut les réanimer, parce que ça reste toujours là. Il y a des gens qui se sont battus, des gens qui ont partagé des camps différents. Et quand on a un passé relativement lourd, sanglant, avec des victimes, des milliers de victimes des deux côtés, il faut plutôt essayer de vivre ensemble et se poser la question, puisqu'on partage la même cité, pourquoi nous tuer entre nous? De cette manière-là, on essaye de trouver l'équilibre entre l'oubli et la mémoire, chose difficile. Ces images volées de novembre 1973, cette voix de la radio libre de Polytechnique appelant le peuple grec au soulèvement, ont marqué la mémoire de 2 générations d'étudiants. La commémoration du soulèvement de l'école polytechnique s'achève par un rituel immuable. Une manifestation dans les rues d'Athènes avec toujours la même destination depuis 35 ans, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour dénoncer l'ingérence permanente de ce pays dans les affaires intérieures grecques. Mais la volonté de solder le passé s'est aussi manifestée en Grèce de façon moins pacifique. Un groupe terroriste s'intitulant le 17N, en fidélité à la date du soulèvement de l'école polytechnique, a défié la police grecque pendant 27 ans. Après la chute des colonels, une poignée de militants d'extrême gauche qui considèrent que les tribunaux ont épargné trop de complices de la dictature décident de faire justice eux-mêmes. Assassinats, attentats, attaques à main armée ensanglantent le pays. Les victimes sont ciblées. Le chef de l'antenne athénienne de la CIA, un agent britannique, d'anciens tortionnaires, des politiques, des industriels. Bilan de ces crimes, 23 morts et plus de 50 blessés. Dans un premier temps, ces actions sanglantes paraissent être approuvées par une partie de l'opinion comme une vengeance légitime. Mais lorsque le 17N en vient à frapper des innocents et dérive vers une simple criminalité, les Grecs s'en détournent. Le groupe terroriste est démantelé en 2002 et ses principaux membres condamnés à la prison à perpétuité. En revenant à Macronissos, le poète Titos Patricios retrouve l'île où il a été déporté comme communiste en 1950. Un monument a été érigé à la mémoire de ceux qui, comme lui, passèrent par ce bagne. On y a dénombré jusqu'à 80 000 détenus aux heures les plus sombres de la répression qui a suivi la guerre civile. Son souvenir était si épouvantable que les colonels eux-mêmes n'osèrent pas l'utiliser dans le temps de leur dictature. Moi, je suis né, j'étais tout jeune, j'étais enfant quand il y a eu la première dictature en Grèce en 1936. Alors j'ai passé toute ma vie sous une dictature, sous une occupation
militaire allemande qui était horrible, les années de la résistance, la guerre civile, la dictature des colonels, le régime d'une démocratie surveillée qui était entre la guerre civile et le coup d'État des colonels. Et puis, en 1974, j'ai vu que vraiment nous avons une démocratie occidentale, comme disaient certaines, d'une manière comme ça, méprisante, mais une démocratie. Je crois que dans l'énorme majorité des Grecs, nous voulons surtout éviter les conflits violents. Nous avons toujours cet esprit d'opposition, de contradiction, qui est le propre de la démocratie d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans antilogue, sans opposition. Mais pas la violence. Je deviens peut-être fatigant en me répétant, mais pas la violence. Στη ταρατσայի ζωστήρα σε παίρνουν και σε πάνε στην αυλή ξοκλήσια και νησιά χωρίς αρμύρα δε θα θυμάσαι πια μες στη ζωή. Ce ne sont pas les morts qui dansent, j'en suis sûr. Les morts sont absorbés à dévorer leurs propres mains. Ce sont les autres qui dansent, avec le masque noir et sa guitare. Ceux qui boivent à la banque des larmes d'enfants mortes, ou ceux qui mangent au coin des rues, les minuscules pyramides de l'aube. Federico García Lorca n'a pas survécu à la guerre. Il a été fusillé avec 3 compagnons d'infortune dès les premiers moments de la rébellion par les troupes nationalistes. On croit savoir où est le corps du poète, près de Grenade, dans la Sierra Nevada. On n'a pas encore décidé de l'exhumer, et cette incertitude même incarne peut-être celle de l'Espagne, devant les douleurs infinies de sa mémoire. En peignant son Guernica, Picasso a immortalisé le martyre de la petite ville du Pays Basque écrasée en 1937 sous les bombes fascistes. La toile a regagné l'Espagne selon le vœu du peintre après la disparition de Franco. Aujourd'hui, sa présence muette et immobile défie le temps. Elle est comme l'affirmation d'une mémoire qui, bien au-delà des enjeux du moment, l'emportera sur l'oubli.